Voilà, bienvenue sur la chaîne Réflexion Santé Naturopathie avec Jean-Brice Tivan et aujourd'hui un invité de marque. Ouais, je vais vous le présenter. Alors, vous savez que depuis une quarantaine d'années, oui, ça fait déjà 40 ans que je me pose des questions sur l'alimentation spécifique humaine. Alors, j'ai commencé quand j'étais adolescent avec un père qui était un peu de nature hygiéniste, qui avait déjà fait des études de diététique à l'époque, avec une vision très hygiéniste. Et vous savez que dans mon histoire, on va dire, j'ai rencontré beaucoup de personnes avec des thèses très différentes sur ce que peut être l'alimentation spécifique humaine, des hygiénistes végétariens, végétaliens, jusqu'à aujourd'hui aux carnivores cétogènes avec des alimentations soit dissociées, soit associées. Enfin, voilà, j'en ai rencontré des choses plutôt contradictoires. Et aujourd'hui, bah, sur le net, il y en a encore plus. Donc, vous savez que si j'ai fait cette chaîne, c'est aussi pour y voir plus clair dans le domaine du mode de vie et de la nutrition en particulier. Et on sait aujourd'hui qu'en plus, à tout ça se rajoutent les progrès de la science qui font que on s'aperçoit que la complexité humaine nous mène à des contradictions encore plus fortes. Et on a tendance à se réfugier, je trouve, dans une forme de réductionnisme. C'est-à-dire qu'on va aller vers un courant en disant, voilà, tel aliment est bon, tel aliment n'est pas bon. Alors, quand je parle de réductionnisme, hein, je vous parle de, par exemple, on vous dit que les végétaux, c'est bon parce qu'il y a des fibres, parce qu'il y a des vitamines, des minéraux, etc. Sauf qu'on s'aperçoit aujourd'hui qu'elles sont aussi source d'antinutriments qui posent des problèmes intestinaux. Mais on va vous dire que si on les supprime, on va avoir un appauvrissement du microbiote. Donc, voilà, tout le débat avance, on rebondit, etc. Et l'idée, c'est d'y voir plus clair. De toute façon, on est obligé à un moment donné de se positionner, mais il vaut mieux le faire en ayant assez de recul et de connaissances. Et donc aujourd'hui, j'ai un invité qui va peut-être nous éclairer sur des domaines, alors qui me pose question depuis longtemps, mais si je l'ai invité, c'est d'abord parce que je ne te connaissais pas hein, il y a encore quelques semaines. C'est une de mes, on va dire, auditrices qui m'a renvoyé sur ta chaîne en me disant ça va t'intéresser, parce qu'elle a vu que ça correspondait à ce que je disais un petit peu. Et j'ai regardé tes chaînes avec attention. Les quelques vidéos qu'il y a sont vraiment passionnantes, vraiment bien faites. J'invite vraiment tout le monde à aller sur donc Révolution Ancestrale. Hein. C'est bien ça, hein, le nom de ta chaîne. C'est Et juste, oui. entre-temps, j'ai vu que Jérémy de Vitali TV t'avait déjà interviewé. Donc, au moment où on avait déjà programmé une interview, il avait déjà fait la sienne. Donc, je me suis dit, ben, on ne va pas rebondir, on va pas, reprendre exactement tout ce que tu as dit. On va essayer justement d'aller plus loin. Et je vous renvoie, avant peut-être d'aller plus loin dans cette vidéo, d'aller d'abord écouter Jérémy sur Vidali TV et ton interview, et puis après de revenir sur celle-ci, on va essayer d'approfondir les choses, même si on va être obligé de reprendre des bases. Hein. Voilà. Alors, Christian Petersen, c'est ton nom. Tu vas te présenter et tu vas nous expliquer qu'est-ce que c'est pour toi l'alimentation ancestrale, l'alimentation spécifique humaine, comment tu en es arrivé à ce modèle-là et nous raconter un petit peu ton parcours rapidement, puisqu'on va après rentrer dans des détails et des questions un peu plus controversées qui font débat. Voilà, bon, bah, merci à toi de m'avoir invité. Salut tout le monde. Moi, c'est Christian Péten. Du coup, j'aurais dû peut-être mettre mon nom, pas Ah, Peterson, peut-être. mais Péten. Mais bon, c'est égal, hein, c'est pas bien grave, c'est presque pareil. Donc, moi, je suis nutritionniste en Suisse. Je travaille beaucoup en ligne. Et sur ce qui est de l'alimentation ancestrale, donc comment je vois moi la chose, là je vais vous donner mon opinion à moi. Évidemment, l'alimentation dite ancestrale, c'est un cadre assez large. Il y a plusieurs types de diètes qui se côtoient sous ce chapeau ancestral. Si vous interviewez ou si vous écoutez quelqu'un d'autre, il aura peut-être un avis un peu différent du mien. Moi, ça ne me dérange pas qu'on ait des avis différents, surtout quand on parle d'alimentation humaine sur le long cours, c'est difficile d'avoir une image qui est parfaite. Il y a beaucoup d'hypothèses, il y a beaucoup de choses comme ça. Plus on va loin dans l'histoire, plus c'est complexe. Donc, pour l'alimentation ancestrale, j'essaye en fait d'avoir une vision évolutionniste, ça veut dire une vision qui s'adapte ou qui est disons, qui reprend la trame générale de l'histoire humaine, qui soit adaptée à notre génétique, sachant que nous avons évolué très rapidement, l'être humain, durant la préhistoire, comparativement à d'autres espèces qui ont une évolution qui a été relativement lente.
on voit que l'espèce humaine, le genre Homo, depuis qu'il est apparu issu d'Australopithèque, d'après ce qu'on en sait, il y a eu une évolution qui a été très rapide et qui a fortement modifié en fait ce qu'on était jusqu'à ce qu'on est devenu aujourd'hui, Homo sapiens sapiens, avec des petites évolutions qui sont issues de la révolution agricole, mais qui sont relativement faibles si on prend l'image générale. Donc on voit que finalement cette période préhistorique qui a duré un peu plus de 3 millions d'années, elle a eu une marque très importante sur la physionomie, la physiologie, l'ADN de l'être humain. Euh, et ça a été fortement influencé par l'alimentation que notre espèce a adoptée et les changements alimentaires que notre espèce a fait depuis Australopithèque jusqu'à nous. Donc voilà pour les grandes lignes de ce qu'est l'alimentation ancestrale. Donc c'est une approche qui regroupe un petit peu du paléo avec d'autres aspects, et puis une alimentation ancestrale peut-être plus récente aussi avec du travail comme a fait Weston Price. D'accord. Alors, on va essayer d'être concret. Aujourd'hui, pour toi, alimentation spécifique humaine de l'homme qui convient le mieux à nous, à Homo sapiens, que nous sommes aujourd'hui, je dis bien, doit ressembler à celle qu'avaient nos ancêtres il y a 50, 100 000, 200 000 ans, à quelques exceptions près peut-être. Comment tu vois les aliments spécifiques? Quels sont les aliments de base de cette alimentation et quels sont ceux que nous consommons d'ailleurs encore aujourd'hui qui sont pour toi nuisibles, néfastes, inadaptés? Alors, l'alimentation de base de l'être humain ou du genre Homo, et c'est ce qui a différencié le genre Homo d'Australopithèque et d'autres cousins comme les paranthropes, ça a été l'introduction assez importante d'aliments de source animale. Et là-dessus, les anthropologues, paléontologues sont assez d'accord. On voit que l'être humain, fondamentalement, est un omnivore hypercarnivore. Et ce terme est utilisé pour définir les espèces animales qui consomment plus de 70% de leurs aliments de source animale. Et quand on observe l'alimentation humaine sur la préhistoire, alors ils utilisent les isotopes du carbone, ils utilisent certains minéraux rares ou certains éléments rares dans l'émail des dents pour définir ça de manière assez précise. Ils recoupent ça avec beaucoup d'autres choses. On voit que l'être humain, durant 3 millions d'années environ, consommait entre 80 et 95% d'aliments de source animale. Donc, ce n'était pas un pur carnivore, bien qu'à certains moments ou dans certaines régions, à certaines périodes, il ait pu être un pur carnivore, très probablement même dans des régions éloignées de l'équateur. Mais il y avait quand même un aspect omnivore. Et ce qui ressort en fait des études paléontologiques, anthropologiques, c'est que l'être humain se rabattait sur des aliments dits de secours ou de survie de manière régulière, notamment des organes souterrains des végétaux, comme des tubercules, des racines, des choses comme ça, qui étaient quand même relativement différents d'une patate ou d'une patate douce qu'on a aujourd'hui. Donc c'était des aliments plus fibreux et moins glucidiques. Et l'être humain a de toujours consommer des fruits là où il en trouvait, sachant évidemment que les fruits étaient moins sucrés, évidemment, étaient plus fibreux, étaient peut-être plus difficiles à trouver selon les régions, mais il y en avait quand même. Donc on a finalement, si on prend un cadre général, et puis pour être concret, l'alimentation adaptée à l'être humain sous cet angle-là, c'est une alimentation omnivore à tendance fortement carnivore, ou en tout cas qui contient beaucoup de produits animaux, et qu'on accompagne avec des végétaux qu'on sélectionne pour leur faible toxicité pour l'être humain, leur digestibilité. Et c'est une alimentation qui contient les 3 macronutriments, mais évidemment, c'était difficile pour l'être humain d'avoir accès à des sources importantes de glucides, en tout cas pas à l'année et pas dans toutes les époques, pas dans toutes les périodes. Donc probablement que l'être humain est très bien adapté à une diète dite pauvre, à modérée en glucides, avec des phases cétogènes, bien que, à mon sens, et des recherches que j'ai faites, je ne vois pas comment l'être humain aurait pu avoir une alimentation zéro carb, comme on essaye de poursuivre parfois. Et je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, il y en a dans le cétogène qui sont un peu plus nuancés, qui se rendent compte que
quelques dizaines de grammes d'hydrates de carbone par jour, ça ne vous fait pas forcément sortir de la cétogénèse, surtout si Mmh. vous êtes actif. Maintenant, il faut remettre tout ça dans le contexte où aujourd'hui, on est beaucoup plus sédentaire, donc évidemment, on peut plus facilement sortir de cétogénèse. Après, je pense pas que ce soit négatif en soi de sortir de manière régulière et cyclique de l'état de cétose. Je t'interromps, je voulais juste, te préciser quelque chose, te poser une question par rapport à ça. Hem, Toi, tu défends la thèse qu'on a consommé des glucides un petit peu sous forme de fruits, pas trop glucidiques, hein. Tu dis bien que c'est pas les mêmes qu'aujourd'hui, c'est ce que je défends aussi, hein. On consomme pas les fruits d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ce qui existait avant. Alors, tu vois, je suis allé, en Andalousie là, cet hiver et j'ai visité la plus grande grotte du monde qui avait été habitée par des humains, donc au Paléo, hein, bien avant, jusqu'au Néolithique d'ailleurs. Et les explications là, des paléontologues de l'histoire de cette grotte montrent que les humains vivaient là et ils se nourrissaient. Alors, on nous décrit ce qu'ils mangeaient. Tu vois, il y a des choses dessinées sur les grottes qui ont permis de comprendre de quoi ils s'alimentaient. On a retrouvé les isotopes et tout ça. Et ce qui était intéressant, c'est de montrer, donc, ils mangeaient des chèvres sauvages, ils chassaient, hein, donc, ce qu'il y avait autour d'eux, essentiellement des phoques, hein, la mer n'était pas très loin, ils mangeaient des mollusques, et à aucun moment, il y a des mentions de végétaux. Alors, je me suis dit, c'est étonnant, alors peut-être des racines, des choses comme ça, ils devaient consommer quelque chose de temps en temps de végétal, mais en regardant la nature qui est beaucoup plus chaude qu'elle n'était à l'époque, puisque on a alterné des aires glaciaires et tout ça, mais il y avait des phases où il y avait quand même, après 20 000 ans ou des choses comme ça, il y avait un réchauffement climatique. Mais à l'époque, la mer était beaucoup plus basse, hein, on était avant la montée des eaux. Quand on regarde autour la nature, même dans nos forêts aujourd'hui, hein, avec un réchauffement important, pour trouver un aliment glucidique, un aliment végétal qui puisse nous nourrir un petit peu, c'est exceptionnel. C'est-à-dire que ça n'existe quasiment pas. C'est-à-dire que, bon, nous, on a quelques fraises des bois ou framboises des bois, je veux dire, quelques myrtilles, voilà, sachant qu'on était concurrentiel avec les animaux, les oiseaux et tout ça, hein, et qu'on était à une époque beaucoup plus froide. Et même en Andalousie, il n'y a rien. Enfin, je veux dire, c'est la garrigue, c'était rien. Donc, à part peut-être quelques tubercules, et encore, c'était surtout en Afrique, qu'est-ce que la cétose, parce qu'on devait manger que de l'animal hein, et des graisses animales, la cétose devait être quasiment continue. Est-ce qu'on sortait vraiment de cétose à certains moments ou est-ce que tu penses vraiment qu'on trouvait des végétaux en Europe il y a 200 000 ans? Bon, c'est une question intéressante. Il faut savoir qu'Homo sapiens est arrivé relativement tard en Europe, hein. Il y avait Néandertalis qui était là. Donc on a une petite génétique Néandertalis, nous, Européens, aujourd'hui. Les Asiatiques ont un peu de Denisovan. Mais quand tu parles de 200 000 ans, tu parles du coup de Néandertal. Oui, mais Néandertal on peut parler était... de 100 000 ou de 50 000, hein, peu importe, puisque Ouais, l'évolution, elle a été jusque-là. Hein. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Maintenant, si on prend l'espèce humaine, elle a vécu très longtemps, un peu plus proche de l'équateur. Mais dans tous les cas, dans les deux cas, si tu prends un peuple qui vivrait dans des conditions un peu plus équatoriales ou plus chaudes, sachant que la préhistoire était quand même plus froide et plus sèche, évidemment, tu trouvais, on va dire, un peu plus de fruits, très probablement. Maintenant, si tu es plus proche des régions polaires, comme c'est le cas, on va dire, si on peut estimer que l'Europe ressemblait peut-être à la Scandinavie à l'époque, ou des choses comme ça, proche du cercle Mm. polaire, si tu vas te promener là-bas, tu te rendras compte qu'il y a énormément de petites baies. Énormément. De manière sauvage. Si tu vas te promener en Laponie, c'est littéralement couvert de baies durant 1 à 2 mois par année. Alors c'est 1 à 2 mois, mais il y en a tellement que tu peux en faire des réserves assez importantes. Maintenant, il y a un autre aspect qui est essentiel, c'est que même si tu n'as pas accès à des sources végétales de glucides, pour un peuple de chasseurs qui tue une bête et qui la mange fraîchement, tu as accès à du glycogène. Et plus un Oui, animal vit dans des climats froids, plus il plus contient de c'est. glycogène. Mhm. Si tu manges des mollusques, tu as accès à une grande source de glycogène. Si tu manges les abats, en particulier le foie, tu as accès à une grande source de glycogène aussi. Et si tu manges de la viande qui n'est plus fraîche mais qui a fermenté, tu as accès à des acides aminés qui, par fermentation, se sont transformés en glucides. D'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu manges une viande, en fait, comme on la mange aujourd'hui, qui a été rassie de manière contrôlée, c'est-à-dire quand tu la bête, on la réfrigère immédiatement,
Ensuite, on contrôle le racisnement de la viande pour justement transformer le glycogène en lactate, ce qui va la rendre plus tendre, et qu'ensuite tu manges cette viande, il y a quasi plus de glucides à l'intérieur. Maintenant, ça ne représente pas forcément la teneur en glucides d'une viande qui était mangée habituellement par des peuples de chasseurs, et d'autant plus par des peuples de chasseurs dans le nord. Si on observe les Inuits qui sont à une bonne fenêtre là-dessus, qui mangent beaucoup d'animaux du Grand Nord, notamment des mammifères marins. Ces mammifères marins contiennent des hauts taux de glycogène. D'accord, c'est presque 10% dans certaines parties des phoques, par exemple, de glycogène, pour la simple et bonne raison que ces animaux doivent faire des plongées longues, et que lorsque tu es en plongée longue, l'oxygène est limité. Et pour préserver l'oxygène, ces animaux fonctionnent en anaérobie, c'est-à-dire qu'ils vont brûler du glucide, du glycogène, de manière anaérobique. Et ça, tu peux pas le faire, en fait, avec des Mmh. graisses. Je vais juste, on va pas, voilà, partir trop là-dedans parce que, OK, le problème des glucides, il y en avait, on est d'accord, hein, il y en a toujours eu une base, et cetera. Mais la question, elle est surtout sur: est-ce que la cétose était l'état physiologique humain? Est-ce qu'on était constamment, c'est-à-dire qu'on avait des métabolismes dans 99% de notre histoire, je parle récente, hein, les 500 000 dernières années. Est-ce que la cétose était l'état physiologique pour toi? Et est-ce que euh, ça ne serait pas intéressant d'y retourner aujourd'hui? Alors, je pense que bien malin qui peut vraiment répondre avec certitude. De nouveau, ça va dépendre de beaucoup de choses. Et justement, comme ça dépend de beaucoup de choses et qu'il y a eu de fortes variabilités de climat selon les régions, selon les époques, et du coup un accès différent à différentes sources d'aliments, je pense que l'espèce humaine a gardé une très bonne flexibilité métabolique. C'est-à-dire qu'on est capable d'entrer en cétose assez facilement, du moment où on se réadapte à ça, et à fonctionner de manière très efficace de cette manière-là. Mais on est aussi capable de fonctionner de manière très efficace sur une diète glucidique. Parce qu'on en a la preuve, là. Actuellement, les meilleurs sportifs au monde fonctionnent sur une diète glucidique. Alors, ça ne veut pas dire que... Alors, bien sûr, il y a des biais profonds parce que c'est ce qu'on vend depuis longtemps. Mais on voit bien que l'être humain est capable de battre des records de cette manière-là. On voit qu'il y a des peuples qui ont des alimentations hyperglucidiques depuis plusieurs milliers d'années et qui s'en sortent bien. Je pense en fait que les glucides sont une sorte d'épouvantail. Il faut bien comprendre que ce serait catastrophique pour une forme de vie, et là on parle de l'être humain, d'être mal adapté à un des deux carburants principaux qu'on trouve dans la nature. C'est-à-dire qu'on peut utiliser de l'énergie sous forme de graisse ou d'hydrate de carbone. Pour un être vivant, la recherche du carburant, c'est l'activité numéro une qui va permettre la reproduction. Et si une espèce devient inflexible au point euh, de s'intoxiquer en consommant quelques grammes d'un carburant, ce serait extrêmement catastrophique. Cette espèce serait extrêmement fragile et à mon avis, elle aurait aucune chance de traverser les âges et d'arriver jusqu'à nous. Euh, D'accord. J'aime bien ton regard par rapport à ça. C'est voilà, cette notion de flexibilité. Et on voit très bien qu'en observant les choses, hein, les peuples, on ne fonctionne pas tout le temps en cétose aujourd'hui. Et on peut être en très bonne santé avec des glucides, comme on peut être en très bonne santé aussi sans glucides. Enfin, on voit très peu de glucides. Donc, il y a ces deux possibilités-là. Et c'est ce qui a jalonné un petit peu notre histoire. On va changer un petit peu d'orientation de débat. Enfin, pas trop. Est-ce que tu penses que on parle beaucoup d'acides gras à chaîne courte issus des végétaux qui nourrissent la muqueuse intestinale. Hein, les cellules de la muqueuse intestinale auraient besoin d'acides gras à chaîne courte qui sont issus de la conversion des fibres, en particulier au niveau de notre gros intestin. Est-ce que on pourrait se passer de fibres comme certains le font en régime carnivore? Cette muqueuse intestinale, est-ce qu'elle serait quand même nourrie? Et c'est ce qu'on observe, puisqu'il y en a effectivement qui ont supprimé les fibres, les légumes et les fruits, et qui continuent de vivre. Donc, est-ce que toi, tu penses que c'est un manque de supprimer toutes les fibres, ou est-ce que c'est quelque chose qui est au contraire très facile à faire? c'est une très bonne question. Ces acides gras à chaîne courte, on parle principalement du butyrate, qui vient nourrir les cellules épithéliales du côlon. C'est une réalité. On peut produire des acides gras à chaîne courte par fermentation dans le côlon, donc par l'action des bactéries sur les fibres. Maintenant, il faut savoir
qu'on peut aussi désagréger certains acides aminés qu'on trouve dans les protéines, notamment dans la viande, en acides gras à chaîne courte, en butyrate, pour nourrir ces mêmes cellules épithéliales. Dans certains produits d'origine animale, comme le beurre, comme les graisses laitières, tu trouves du butyrate donc qui va servir. Et surtout, quand tu es en cétose, tu produis du BHB, donc du bêta-hydroxybutyrate, qui vient nourrir les cellules épithéliales du côlon de l'intérieur, par le flux sanguin. D'accord? Donc on voit aussi là que l'être humain a une grande flexibilité, c'est-à-dire que s'il est en cétose, qu'il n'a plus du tout accès à des fibres, qu'il aurait accès à très peu de protéines et beaucoup de gras temporairement, il peut quand même survivre, et heureusement. Et finalement, la réponse, elle est, je pense, déjà dans la question que tu poses. On a des exemples de peuples qui ont traversé des millénaires sans manger de fibres, ou en mangeant extrêmement peu de fibres. Donc si ces fibres étaient absolument nécessaires, ces peuples auraient disparu depuis longtemps, ou auraient de graves problèmes. Quand on va étudier, quand on voit les Inuits traditionnels, on n'en trouve quasiment plus, mais ils ont été étudiés au début du XXe siècle. Ils n'avaient pas de maladies intestinales. Les Maasai, les guerriers Maasai, qui consomment essentiellement, de manière traditionnelle en tout cas, du sang cru, du sang frais et du lait cru, n'ont aucun problème intestinaux connu ou rapporté. Donc on voit que cet aspect fibre, c'est un peu exagéré. Je t'interromps juste, aujourd'hui, il y a même peut-être une surconsommation, et on voit qu'il y a beaucoup de troubles intestinaux suite à éventuellement cette surconsommation de fibres chez certaines personnes, sachant que dans les fibres, on va trouver aussi d'autres antinutriments. C'est un petit peu ton cheval de bataille. Tu pourrais peut-être nous en dire un petit peu plus par rapport à l'inconvénient de consommer trop de végétaux, de certains végétaux. Vite fait, parce que des gens ne te connaissent pas forcément, même s'ils iront voir l'autre vidéo. Effectivement, moi, ce que je vois dans ma pratique, et c'est aussi ce que montrent certaines études randomisées contrôlées, c'est que quand on diminue les fibres, on diminue, voire on supprime une grande partie des troubles digestifs et intestinaux qui sont très répandus aujourd'hui, type ballonnement, prolifération bactérienne, SIBO, maladie de Crohn, etc., constipation. Souvent, on a cette tendance à dire aux gens, vous êtes constipé, mangez des fibres. Vous avez des troubles digestifs, mangez des fibres, et en fait, on empire le problème. C'est ce qu'on voit de manière pratique et clinique. Ceux qui n'y croient pas et qui ont des problèmes intestinaux, faites l'essai. Supprimez complètement les fibres pendant une semaine ou deux, et vous verrez que ça s'améliore rapidement. Et du reste, pour des gens qui ont des diverticulites qui s'infectent, la solution médicale officielle, c'est de passer sur un régime sans résidus. On appelle ça sans résidus, c'est sans fibres, concrètement. Par contre, après, on veut remettre ces gens sur des diètes riches en fibres, ce qui est complètement ridicule. Puis après, ils retombent dans les mêmes problèmes, on refait un régime sans résidus, puis ils s'en sortent jamais, en fait. Il y a un aspect, évidemment, d'antinutriments et de toxines végétales qu'on pourra aborder. Maintenant, spécifiquement, la problématique des fibres, c'est qu'elles viennent nourrir les bactéries du côlon de manière assez importante. Et on se dit que c'est bien, sauf que quand on nourrit un peu trop les bactéries, il y en a trop. Et même les bonnes souches de bactéries, qu'on appelle des probiotiques, quand elles sont en excès, toutes les bactéries, en fait, produisent dans leur métabolisme normal, vont sécréter certaines toxines, qui sont des toxines pour nous, les endotoxines par exemple. Et cette prolifération bactérienne crée beaucoup trop de toxines qui vont être absorbées au niveau sanguin, qui vont perturber l'intégrité de la membrane intestinale. Et ça déclenche des inflammations chroniques chez les gens de basse intensité. Ça déclenche des réactions auto-immunes, etc. Et c'est quelque chose qui est vraiment sous-estimé. Il y a de plus en plus de recherches, c'est intéressant, mais on en parle très peu, du rôle en fait d'un excès bactérien sur la génération d'inflammations, de problèmes de type auto-immun, allergique, etc., dus aux sécrétions d'endotoxines par ces bactéries. D'accord. Donc, une consommation, on va dire, de peut-être certaines fibres. On va parler de fibres solubles, il y en a qui parlent de ça, mais même celles-ci peuvent poser problème. Pour toi, est-ce qu'il y a des différences entre les fibres insolubles, solubles? C'est ce qu'on appelle prébiotiques, voilà, parce qu'il y a beaucoup de débats autour de ça. Mais je pense qu'on se complique les choses.
Je suis tout à fait sur cette ligne, en fait. C'est un sujet qui est pas simple du tout. C'est très complexe, c'est-à-dire que certaines fibres vont avoir tendance à nourrir un peu plus certaines bactéries, d'autres moins. Voilà, Mais c'est très et chacun a une flore intestinale qui lui est propre, donc les effets d'une fibre peuvent être différents sur toi ou sur moi, donc c'est très difficile. Il y a des gens qui vont beaucoup moins bien tolérer certaines fibres que d'autres. Il y a toute cette histoire de FODMAP qui sont, voilà, les voilà, ça. fructooligosaccharides qui viennent encore, se rajouter là-dessus. Donc c'est très complexe. Euh, Moi, ce que je fais avec les gens qui ont des gros troubles intestinaux et qui marchent très bien en général, c'est que je fais une diète d'élimination. Donc, on part sur quelque chose qui est relativement proche d'une diète carnivore, sans être à 100% carnivore, parce que c'est difficile à mettre en place pour les gens. Il n'y a pas tout le monde qui veut partir là-dedans. Les gens ont des inquiétudes qu'on peut comprendre avec tout ce qu'on a entendu jusqu'aujourd'hui. Donc, je fais une diète pauvre en fibres, qui contient quand même des végétaux à basse toxicité. Très rapidement, ces troubles intestinaux s'en vont. Et ensuite, on essaye de rajouter petit à petit, par catégorie, de manière intelligente, certains aliments pour voir qu'est-ce qui pose problème. Certains aliments vont poser problème uniquement s'ils sont consommés dans des trop grandes quantités. Donc après, la personne peut se connaître. Elle connaît la base qui lui convient. Et puis ensuite, elle peut jouer pour faire ses petits écarts, pour avoir, je dirais, une vie alimentaire qui soit un petit peu plus ouverte. Parce que voilà, il faut quand même garder un peu du plaisir. On vit dans une société où l'alimentation elle a un gros rôle social. Et si tu es Oui, carnivore, c'est compliqué. Hein. Je veux dire, surtout en c'est pas Europe facile. en plus. Voilà, Regardez exactement. ce côté-là. OK. Alors, on va aller maintenant sur des questions qui font un peu plus débat encore. Aujourd'hui, on parle beaucoup de médecine fonctionnelle, génétique, qui s'appuie sur la génétique humaine pour savoir ce qui est bon ou pas bon, ce qu'on est capable de digérer, pas digérer. Dans l'alimentation ancestrale, donc on supprime, on est bien d'accord, légumineuses enfin supprime. Voilà, tu me diras, céréales, légumineuses, c'est des choses qui sont arrivées très tardivement dans l'évolution humaine, hein, ça fait 10 000 ans, donc ça n'est pas une alimentation ancestrale. Pourtant, on va trouver chez l'humain, bien sûr, il y a les tubercules, hein, voilà, je parlais d'amylase, hein, on va trouver le gène, hein, des personnes qui ont beaucoup de copies d'un gène qu'on appelle donc l'amylase salivaire, par exemple. Il y a l'amylase pancréatique aussi derrière. On a plus ou moins de copies suivant les individus. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a des individus qui auront beaucoup de copies, d'autres moins, etc. Et donc, en médecine fonctionnelle, on nous explique que plus on a de copies, plus on serait adapté à la digestion de ce nutriment-là. Et pareil, par exemple, on a des peuples dans le monde qui auraient un gène, et on s'aperçoit que les peuples asiatiques, les peuples africains sont porteurs de plus de copies de ce gène-là, alors qu'en Europe, nous, on serait beaucoup moins porteurs de ce gène qui permet de convertir plus facilement les acides gras des végétaux en acides gras utilisables pour nous. Hein. C'est des acides gras linoléiques, alpha-linoléiques, etc., en un nutriment utilisable pour nous, sachant qu'on a très peu de capacité de conversion en Europe. Ce qui fait dire à certains qu'il y a des peuples qui sont davantage faits pour manger végétarien, d'autres plus de céréales, d'autres pas du tout, au contraire. Est-ce que toi, tu penses que la présence de ces gènes dans certains peuples, chez certaines personnes, même à l'intérieur d'un peuple, doit les inciter à aller vers l'alimentation pour lesquels ce gène est fait pour digérer? Ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs à prendre ou est-ce que c'est pas trop réductionniste ça? Je pense que c'est un thème complexe, hein, tout l'aspect génétique par rapport à l'alimentation. Il y a des choses qui, à mon avis, sont pertinentes, d'autres beaucoup moins. C'est-à-dire que typiquement, l'amylase, à mon avis, c'est quelque chose de pertinent. C'est quelque chose qui est issu justement d'une adaptation à la présence d'amidon. On retrouve du reste ça aussi chez le chien, qui a tendance aussi à manger les aliments de l'être humain. C'est ça. Donc, dans ce contexte-là, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier. C'est vraiment une adaptation qui s'est faite. Et dont il faut, à mon avis, tenir compte. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument manger plus de céréales, mais ça veut dire qu'on va, en tout cas, tolérer un peu mieux l'amidon qu'une autre personne. C'est pour ça qu'il y a des gens qui tolèrent très très mal les pommes de terre ou les céréales et qui vont avoir très rapidement du brouillard mental, probablement parce qu'elles sont incapables de digérer l'amidon. Et du coup, l'amidon, il finit où? Il finit dans le côlon, il va nourrir certaines bactéries, puis on retourne dans ce qu'on discutait avant. Donc ça, c'est un aspect, à mon avis, qui est censé. Mais par rapport, en tout cas, aux acides gras à longue chaîne, donc toute cette filière, entre guillemets, de conversion des acides gras, on a effectivement une adaptation assez récente chez l'être humain
qui peut différer selon les populations. Donc assez récente, on parle de quelques dizaines de milliers d'années tout au plus, où on a été capable en fait d'un peu mieux convertir l'ALA, donc l'acide alpha-linolénique, en EPA ou DHA, donc ces acides gras à longue chaîne oméga 3 qu'on a besoin pour développer notre cerveau, notamment notre vue. Ce qui est très intéressant d'un point de vue évolutionniste, c'est qu'on voit que le développement du cerveau humain s'est fait avant ces adaptations, ce qui veut bien dire qu'on trouvait ces acides gras à longue chaîne d'origine animale à profusion dans notre alimentation. Sinon, cette adaptation se serait fait bien avant, et ça, c'est une épine dans le pied de ceux qui prétendent que l'être humain était végétalien, ce qui est évidemment pas le cas. Mais c'est voilà, un aspect de plus à prendre en compte. Maintenant, c'est une thématique assez compliquée, ces acides gras à longue chaîne. Ouais, on va pas s'étendre là-dessus parce que on va y revenir un petit peu tout à l'heure avec le DHA et nos besoins en oméga 3 et oméga 6. On en reparlera vite fait. Ouais. Par contre, juste avant, je voulais savoir si pour toi, il n'y avait pas des personnes à travers l'étude de leur morphologie, de leur capacité. Alors, par rapport à l'amylase, je vais revenir juste sur ce plan-là. Moi, je me pose la question, je me dis, c'est pas parce qu'on digère bien un nutriment qu'on qu'on doit le surconsommer. Parce qu'à l'arrivée, ton amidon, bah, ça vient du sucre, du glucose. Et ce glucose, bah, si tu le stockes facilement, si tu transformes, si tu as fait monter rapidement ton insuline, bah, forcément, ce n'est pas hyper bon pour les maladies métaboliques ou ceux qui ont un tempérament type à faire ce type de pathologie-là, quoi. Donc, la présence ou non d'un gène, ce n'est pas quelque chose qui va me passionner et me dire, voilà, c'est ça qui détermine ce que je dois manger. Ça détermine ce que je digère plus ou moins bien, ça je suis d'accord, mais la quantité de ce que ça va m'apporter en termes de nutriments et comment ils vont être ensuite métabolisés, ça ne m'explique pas tout derrière. Et ces effets santé, bah, voilà, c'est un peu réductionniste aussi de raisonner ça, quoi. Il y a des tempéraments, enfin moi quand on observe les personnes et quand on va un peu dans la physiologie, on s'aperçoit que les gens très rétractés, qui sont doués plutôt pour les efforts d'endurance, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui ont des morphologies avec des fibres musculaires riches en myoglobine de type 1. Eux, ils ont tendance à, on leur donne des quantités de sucre très importantes, de glucides, et ils ont tendance à les brûler hyper rapidement, hyper facilement, les transformer en énergie. Et c'est leur carburant, ils fonctionnent, on a l'impression, très bien toute leur vie avec ça. Et puis, il y a les dilatés qui sont très doués pour les sports de force, qui ont des fibres de type 2 explosives, très peu riches justement en myoglobine, et avec une capacité contractile beaucoup plus forte. Ceux-là ne tolèrent pas bien. On s'aperçoit que dès que leur insuline, ils ont déjà des taux d'insuline élevés, et dès qu'ils consomment des sucres, du glucide, eh ben, ils grossissent, ils font des maladies métaboliques. Et donc, c'est comme si on avait des tempéraments, des morphologies qui nous indiquent un petit peu si on serait plutôt sur un métabolisme glucidique ou plutôt un métabolisme plutôt lipidique de type cétogène. Est-ce que toi, tu serais d'accord avec cette analyse-là, ou est-ce que tu penses qu'il y a une alimentation spécifique sans différence humaine? Non, je pense que moi, je suis assez d'accord avec tout ce que tu as dit, hein. Il y a des nuances importantes. On voit que visiblement, certaines personnes s'adaptent beaucoup moins bien que d'autres à la diète cétogène. Pour certains, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très, très bien assez rapidement, et qui peuvent maintenir sur le long cours, sans problème apparent. Pour d'autres personnes, c'est beaucoup plus difficile. On a des gens en diète cétogène qui sont obligés de se supplémenter en électrolytes, par exemple. Ce qui, à mon sens, indique quand même certains problèmes, en tout cas pour ces gens. Donc on voit que c'est pas forcément une diète qui est autant adaptée pour tout le monde. Je pense qu'on peut tous, quasiment tous en tout cas, s'adapter à ça. Il faut savoir qu'il y a quelques nuances assez spécifiques aux Inuits, par exemple, qui ne peuvent pas entrer efficacement en cétose. C'est assez étonnant du reste, mais c'est un sujet à part entière. Donc oui, il y a des aspects individuels, non seulement génétiques, liés donc à notre génome cellulaire, mais également liés apparemment au génome mitochondrial. Il faut savoir que nos mitochondries ont leur propre génome. On ne va pas partir dans toute l'histoire des mitochondries, mais les mitochondries ont un génome différent du génome cellulaire. Et on sait que les différences génomiques entre les mitochondries sont beaucoup plus élevées, beaucoup plus importantes qu'entre les noyaux cellulaires des êtres humains. Et on se rend compte, par exemple, que le complexe 5, qui est ce qui génère en fait l'ATP, donc l'énergie, hein, c'est vraiment à la base de la vie. Le complexe 5, c'est comme un petit moteur avec un rotor.
Et quand les H+, donc l'hydrogène, les atomes d'hydrogène passent à travers ce rotor, ça génère de l'énergie. Et on se rend compte que selon la génétique de la mitochondrie, ce complexe 5, ce moteur, il est un peu différent. Et certains moteurs fonctionnent mieux que d'autres avec certains substrats énergétiques. Donc, il y a des différences au niveau de la mitochondrie qui font qu'on peut plus ou moins bien tolérer une diète riche en glucides ou une diète riche en lipides. Il faut savoir que dans le monde, l'eau est constituée d'oxygène et d'hydrogène, mais il y a des isotopes à l'hydrogène. Il y a ce qu'on appelle le deutérium. Le deutérium, en fait, c'est de l'eau lourde. C'est un hydrogène qui pèse 2 fois plus lourd que l'hydrogène. Et il est présent à environ, je ne sais plus le chiffre, c'est peut-être 1% de tout l'hydrogène, c'est du deutérium. Donc, ce n'est pas non plus anodin. Il y en a pas un peu partout, mais il y en a beaucoup plus, pour des raisons de physique, autour de l'équateur. Et comme sont constitués les êtres vivants et comment ils construisent leurs molécules, tu as beaucoup plus de deutérium dans les aliments glucidiques que dans les lipides. En fait, quand tu construis une graisse, il y a très peu de chances qu'il y ait du deutérium qui soit émis à l'intérieur. Donc là aussi, ce qu'on se rend compte, c'est que certaines personnes peuvent beaucoup moins bien tolérer le fait que du deutérium passe à travers leurs petits rotors. Ça va casser les rotors, ça va casser les mitochondries, en fait. Et ça, c'est des sujets qui sont étudiés depuis pas très longtemps. C'est hyper pointu, hyper technique. Et là, je vous donne juste un peu la vision générale. Et de toute façon, je ne suis pas un spécialiste de la question. Mais c'est tout ça pour dire qu'effectivement, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas vraiment. Et ça nous fait prendre. En fait, le message que je veux passer, c'est qu'il faut prendre du recul. Et si une diète ne vous convient pas, c'est peut-être qu'il y a des raisons qu'on ne comprend pas encore. Il y a peut-être des spécificités chez vous, génétiques, mitochondriales, et il ne faut pas s'entêter à être en cétose thérapeutique permanente si ça ne fonctionne pas. Si vous n'êtes pas capable de produire ou d'utiliser efficacement les corps cétoniques pour des raisons qu'on ne connaît peut-être pas, si vous Oui, il y en a vous qui. entêtez là-dedans, vous allez avoir des problèmes. Et vice-versa. Il y a des gens qui s'entêtent à être en diète hyperglucidique parce qu'on leur a dit que c'était pro-métabolique, etc., et qui visiblement ont des problèmes. Maintenant, je pense que pour en revenir à l'aspect glucose que tu évoques, je pense que c'est un épouvantail comme l'est le cholestérol, en fait, le glucose. Et je pense qu'en fait, les problèmes métaboliques ne naissent pas du glucose, ils ne naissent pas non plus de l'insuline, mais ils naissent d'autres problématiques beaucoup plus profondes qui ensuite génèrent des marqueurs sanguins avec une hyperinsulinémie basale, un taux une glycémie trop élevée, des triglycérides trop élevés. Mais la cause première, elle ne naît pas de tout ce que j'ai pu rechercher, etc. En tout cas, j'en suis pas convaincu, ça ne naît pas d'un excès glucidique. Parce qu'il y a des peuples qui ont des alimentations hyperglucidiques depuis longtemps et qui D'accord. n'ont pas de problème métabolique. Oui, il y a tout un contexte autour, et puis il y a une génétique aussi qui intervient, moi j'en suis sûr aussi, il y a des différences interindividuelles, et il faut vraiment en tenir compte. On va aller sur le rapport aux nutriments. Je vais prendre un exemple par rapport à nos besoins et nos carences. Aujourd'hui, il y en a qui vous disent que nous avons des besoins. Alors, il y a des normes qui ont été définies sur nos apports journaliers recommandés quotidiens, calcium, magnésium, sélénium, ce que vous voulez. Et on vous dit par exemple qu'on a besoin de calcium. Là, on va avoir un peu ton regard sur les produits laitiers par rapport à ça. On nous dit qu'on ne peut pas vivre si on n'a pas un apport de 1 gramme de calcium par jour minimum, de 400 mg de magnésium, etc. Et certains qui sont en cétogène, donc c'est Ulrich Génisson pour le citer, qui explique que si on n'a pas cet apport de 1 gramme, si on est en dessous, si on est carencé en minéraux, on n'est pas en bonne santé optimale. Donc il faut aller le chercher. Et si on est en cétogène, et bien, comme il n'y en a pas beaucoup dans les viandes, les œufs, etc., et bien, ce calcium, on est obligé d'aller chercher dans les produits laitiers. Donc lui, il est pour des produits laitiers crus ou les crus, voilà, etc., ou fermentés. Et il nous explique que on a besoin de ce calcium, donc on a besoin de ces produits laitiers, etc. Alors, les produits laitiers posent certains problèmes, on verra par rapport aux nutriments tout à l'heure. Toi, qu'est-ce que tu penses de nos adaptations? C'est-à-dire que si on est sur une alimentation paléo ancestrale, il n'y avait pas de laitage. C'est arrivé il y a 7000 ans, 8000 ans à peu près. Il y a des peuples qui pourtant sont très bien adaptés aux produits laitiers, qui en consomment depuis plus longtemps, même en Afrique, etc. Et puis, il y en a d'autres, il y a d'autres individus qui n'ont pas la lactase, qui n'ont pas de digestion facile pour la caséine,
il y a des IGF qui montent, certains ça va poser problème, chez d'autres pas. Voilà. Toi, comment tu te situes d'abord avant de parler des carences, juste le regard sur les produits laitiers? Alors mon regard sur les produits laitiers, déjà, c'est que on consomme des produits laitiers depuis, la naissance du genre Homo. En tout cas pendant quelques années au début de notre vie. D'accord? Donc s'il y a bien un aliment pour lequel on est fait en tant qu'Homo sapiens, c'est le lait maternel, d'une maman. Évidemment, le lait d'autres mammifères est un petit peu différent, mais c'est l'aliment le plus proche du lait, maternel, le lait d'autres mammifères. Ça, c'est le 1er aspect. Ensuite, effectivement, heu, la lactase, on dit qu'on a, acquis, certains pensent que c'est une mutation génétique, mais des recherches que j'ai fait, c'est plus une persistance, d'un gène préexistant qui s'est implanté. Donc effectivement, il y a des facteurs génétiques derrière, mais c'est pas comme si, le corps avait dû créer une nouvelle enzyme pour s'adapter au lait. Il a simplement, par opportunisme, fait persister, une enzyme qui existait déjà et il y a des indices en tout cas, il y a des hypothèses qui disent que à petite échelle, c'était déjà répandu dans la population, d'Homo sapiens et Erectus habilis, parce qu'on sait que la nature, elle fait des petits essais comme ça, pour s'adapter. Donc c'est probablement plus vieux que ce qu'on pense, ou en tout cas, c'est pas exactement une adaptation comme on le pense. Maintenant, la consommation de produits laitiers, comme tu dis, la grosse introduction, c'est le néolithique, peut-être 7, 8, 10 000 ans, ça dépend Mmh. voilà, tout le monde n'est pas d'accord, mais c'est à peu près dans ces eaux-là. On a tout de même des indices que du lait a été consommé il y a 35 ou 50 000 ans. Pas forcément qu'on élevait des animaux pour utiliser le lait, mais si on tuait une bête qui avait un petit, il y avait du lait qui était par exemple dans le ventre si c'était par exemple un bébé auroch qui venait de téter, il y avait beaucoup de lait qui avait fermenté comme du fromage dans Mmh. son estomac, et probablement qu'il y avait déjà de temps en temps une consommation comme ça de produits laitiers parce qu'ils mangeaient de nouveau toute la bête, et je vois pas pourquoi ils auraient évité de manger ça. Donc probablement que les produits laitiers ont côtoyé un peu plus que ce qu'on pense l'évolution de l'homme. En tous les cas, moi j'ai une opinion. Je vais pas chercher le calcium avec les produits laitiers. J'ai pas une approche où je cherche des nutriments en particulier, dans le sens où, comme tu dis, ou comme tu sous-entendais, je pense, les besoins en nutriments ou en micronutriments, c'est des estimations qui sont appuyées sur une alimentation occidentale moderne, un mode de vie moderne, et qui peuvent être extrêmement variables d'une personne à l'autre, selon l'activité, la génétique, etc. Donc, c'est pas des indications qui sont très pertinentes. Me Mais poser la question par rapport à ça, je me dis, tu vois, si génétiquement, on n'a pas beaucoup évolué en 40 000 ans, mettons. Voilà, on est resté quasiment identique. C'est à peu près ce qu'on dit, hein, il faut 40 000 ans pour qu'il y ait une petite évolution. On va imaginer qu'il y a 30 000 ans, voilà, il n'y avait pas de lait. On imagine qu'on était en Europe du Nord, qu'il faisait froid, qu'on consommait essentiellement des produits animaux. Euh, Comment on les trouvait, ces 1 gramme, si c'est vraiment ces 1 gramme-là qu'il nous faut de calcium? Tu vois, là, il y en a, ouais, va vous dire, il y en avait peut-être dans les os qu'on broyait, mais on ne mangeait pas des os quand même. On mangeait à l'intérieur les moelles, et cetera, on les rongeait un peu, mais on n'avait jamais 1 gramme de calcium, ouais. dans nos apports. Enfin, d'où ça vient ce 1 gramme? Toi, tu as une idée? Franchement, je suis assez d'accord avec la question que tu te poses, c'est-à-dire que je me pose les mêmes questions. C'est la même chose par rapport au sodium, hein, en Non, l'occurrence, mais c'est la même voilà, chose par rapport au à l'époque, magnésium. il Il y n'y a, avait il y pas a de plein de sodium. nutriments. Exactement. Enfin, il y en avait peut-être un petit peu à gauche à droite. Il y en a dans les produits animaux, il y en Oui, il y en a avait dans le dans les sang des épiens. animaux, Voilà, mais il exactement. n'y avait Donc pas il les y en 10 a, mais à grammes dont l'état. on nous parle aujourd'hui qu'il faudrait, en diète cétogène, pour compenser des crampes ou des fuites minérales. Tu vois? Et c'est Exactement. là que je me pose la question sur est-ce que c'est vraiment une alimentation spécifique adaptée si je suis obligé de me complémenter? Donc toi, Ben, ton regard par rapport à la complémentation, il y en a qui disent, voilà, si tu ne prends pas de magnésium en diète carnivore cétogène, tu ne seras pas bien. Parce qu'aujourd'hui, nos modes de vie ne sont pas adaptés aussi, on va te dire, hein. Tu as plus de stress, moins de lumière, etc. Mais normalement, ton alimentation devrait t'apporter les nutriments nécessaires à la vie. Surtout qu'aujourd'hui, on a accès à tout, hein. Il faut ouais. bien se dire que même si ce n'est pas de la qualité exceptionnelle, on peut trouver une bonne viande. On est d'accord, on peut trouver un bon produit laitier, on peut trouver une bonne céréale, on peut trouver des bons légumes et des fruits. Donc, si tu as besoin de te complémenter, sauf cas particulier, hein, de maladie ou peut-être, voilà, ça peut être nécessaire.
Mais est-ce que toi, tu penses que dans une alimentation ancestrale, est-ce qu'il y a une place pour les compléments alimentaires? Bon, je dirais en chronique, pas. Si tu dois prendre des compléments alimentaires de manière chronique, sauf si tu as vraiment une particularité génétique, pathologique, Oui, etc., on peut en discuter, mais une alimentation ancestrale qui est cohérente avec l'histoire humaine, elle devrait pouvoir être menée sans complément alimentaire. Ça, c'est une chose qui est importante à comprendre. Maintenant, il y a un aspect par rapport à ce gramme de calcium, au magnésium et tout ça dont il faut tenir compte, c'est que dès lors que tu commences à hyper végétaliser ton alimentation, tu amènes une grande quantité d'antinutriments et de toxines végétales, ce qui va augmenter fortement le les besoins. besoin en calcium et en magnésium, par exemple. Parce que non seulement tu vas pas bien l'absorber, voire quasiment pas, mais en plus de ça, admettons que tu consommes beaucoup d'aliments riches en oxalates, l'acide oxalique dans ton sang va se Mmh. lier à du magnésium et du calcium de manière assez importante, hein. C'est-à-dire qu'il y Ah a eu oui, des je cas sais, c'est critiques comme de gens l'acide qui sont phytique. morts, hein. Ah là, il y a des gens qui sont morts d'arrêt cardiaque tellement le sang s'est déminéralisé suite à des soupes d'oseille, hein. Donc Ouais, c'est pas d'accord. anodin, c'est pas anodin. Alimentation riche en oxalates, effectivement, tu vas devoir consommer beaucoup plus de calcium et de magnésium parce que l'oxalate va se lier à ça, faire des petits cristaux qui vont se loger un peu partout, ou alors, si tu as du bol, une grande partie va être excrétée au niveau rénal, mais on sait que la capacité d'excrétion est relativement basse, hein, chez l'être humain. Donc ça, c'est des aspects à tenir compte. C'est pour ça que quand je te disais, ben, ces valeurs, elles sont établies sur des normes d'une alimentation occidentale moderne et quelqu'un qui est en carnivore cétogène, il n'a pas du tout les mêmes normes. Le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment de recul. Si la personne va bien, fondamentalement, qu'elle est en pleine forme, elle n'a pas besoin de prendre de compléments, pour moi, il n'y a aucune inquiétude à avoir. Maintenant, une personne qui est en carnivore cétogène, strict et qui doit prendre 10 grammes de sel par jour, plus du LMNT, là, du Element, pour avoir un apport en magnésium, etc., parce que ses reins ne font pas leur boulot de rétention minérale, il y a peut-être un petit problème. Et là, il faut peut-être se poser la question, est-ce que je ne suis pas trop proche du zéro carb et du coup, j'ai pas de stimulation insulinique parce que D'accord. c'est la GLP-1 qui stimule l'insuline, c'est ce qu'on sait, c'est pas le glucose sanguin. Ça a été Oui. très longtemps mal compris, tout cet aspect-là. Et en Le fait, le le glucose quand même, lorsqu'il est consommé, on s'aperçoit qu'il y a quand même une petite libération d'insuline, mais via la GLP-1. indirectement par la GLP-1. On est d'accord, hein? Et C'est c'est GLP-1, même, c'est une hormone intestinale, hein, je précise pour, ceux qui, enfin voilà. une sorte d'hormone intestinale. Et c'est même la Oui, voie directe, en fait, parce que si ton taux de sucre sanguin monte, c'est-à-dire qu'on peut faire des perfusions de glucose chez les gens, ça t'augmente la oui, glycémie, l'insuline ne bouge pas. oui, Elle il ne faut que ça bouge passe pas. par Et du l'intestin. reste, du reste, tu as des carnivores qui ont des taux de sucre sanguin élevés, et ça, on peut en parler, hein. Pourquoi? Trop de protéines, problèmes métaboliques, etc., résistance à l'insuline physiologique, mais quand Ça même. existe déjà, oui. Euh, et du coup, ils ont des taux quasiment diabétiques de sucre sanguin. L'insuline ne bouge pas. Et c'est Mmh. justement leur problème. Comme l'insuline ne bouge pas, le sucre ne va nulle part. Il traîne dans le sang. Et ça, c'est pas bien. Mmh. D'accord. Donc, on se rend compte que, en tout cas, chez la plupart des gens, si tu manges des protéines et des graisses, tu as une stimulation de la GLP-1 qui engendre une petite stimulation insulinique qui est suffisante. Mais d'après certains médecins qui suivent des gens en carnivore cétogène depuis longtemps, alors moi je reprends ce qu'ils disent, hein, j'ai pas fait ces analyses-là, ce qu'on voit c'est que chez certaines personnes, de nouveau c'est peut-être individuel, la stimulation par la GLP-1, par les graisses et les protéines, elle diminue au fil du temps. Et au bout d'un moment, il y a ce qu'on appellerait une suppression insulinique, c'est-à-dire que ces gens ont un niveau insulinique extrêmement faible, équivalent à ce que tu vas trouver chez des diabétiques de type 1, et même qui mangent beaucoup de protéines et de graisses, l'insuline, elle reste morte, entre guillemets. Et du Mmh. coup, c'est problématique parce que l'insuline, elle a énormément de rôles dans le corps humain. C'est pas uniquement une hormone qui sert à amener le sucre dans le tissu gras ou le muscle. C'est beaucoup plus que ça. Par exemple, l'insuline, elle joue un rôle important dans l'élimination de certains produits intermédiaires de la glycation, comme le MGO, méthylglyoxyl. Euh, et si tu as plus d'insuline, ce MGO, il s'accumule. Et ça, on le voit chez certains, de nouveau, pas chez tous. Une grande partie des gens en cétogène n'ont pas ce problème. Mais chez certaines personnes en cétogène, tu as l'hémoglobine glyquée qui commence à monter, tu as des produits avancés de la glycation qui commencent à s'installer. Pourtant, tu n'as pas de sucre. Et on Mmh. sait que la glycation dans le corps humain, elle est due à moins de 10% au glucose et à moins de 1% au fructose. 90%, c'est autre chose. C'est des aldéhydes, du MGO, qui peut être issu d'à peu près tous les substrats énergétiques s'il Mmh. y a des troubles métaboliques. De nouveau, on en revient aux troubles métaboliques.
D'accord. qui, à mon avis, est un point central. Et d'où viennent ces troubles métaboliques? Moi, ma théorie actuelle, c'est qu'elles viennent d'une consommation excessive d'acides gras polyinsaturés, qui est Mmh. complètement incohérente avec notre histoire en tant qu'espèce. Et ça, c'est la source des problèmes. Et ensuite, peu importe que tu mettes du sucre ou du gras, si tu as Mmh. trop d'acides gras polyinsaturés, il y a des problèmes. Bien qu'à mon avis, ils soient amplifiés si tu mets du sucre, justement. OK, alors on va en parler de ces acides gras polyinsaturés. Moi, je pense que c'est un nœud, c'est un cœur du débat dont on ne parle pas assez aujourd'hui et qui est très important dans toutes les pathologies métaboliques, comme tu le dis. Alors, quand on dit acides gras polyinsaturés, on est bien d'accord qu'on va surtout parler des oméga 6, mais j'aimerais quand même qu'on parle éventuellement aussi des oméga 3 végétaux et des oméga 3 d'origine animaux, hein, puisque c'est aussi des acides gras polyinsaturés qui s'oxydent aussi, hein, donc voilà. Donc, dis-nous un peu plus sur l'effet, on va dire, de ces acides gras polyinsaturés, comment ils se comportent dans l'organisme et en quoi ils sont si dérangeants pour notre métabolisme et d'où ils viennent, hein, déjà. Ouais. Alors, d'où ils viennent? Principalement aujourd'hui, de ce qu'on appelle les huiles de graines et de noix, végétales. Heu, voilà, pour faire simple, Donc ça qu'elles vient soient bio, qu'elles principalement soient, de on là. est bien d'accord, hein, on parle pas de trans, de chauffage d'huile, on parle Ouais, d'huile de même noix, bio on extraite parle à d'huile de froid. tournesol, on parle d'huile de lin, on parle d'huile de je sais pas moi, de cartame. Donc on parle de ces huiles-là, hein. Exactement, on parle de toutes sans exception, hein, toutes ces huiles de graines et de noix, qui contiennent des taux extrêmement élevés d'acides gras polyinsaturés que notre Et espèce n'a jamais. d'oléagineux, hein, on est d'accord. D'oléagineux aussi, ouais, c'est la même chose. Après, il y a un ratio oméga 3, oméga 6 qui peut être différent, et cetera, mais c'est pas vraiment, ça devient important quand tu commences à faire de l'épidémiologie derrière, mais le problème, il est le même. C'est-à-dire qu'on a des quantités énormes de ces acides gras polyinsaturés. Pour résumer à fond, si je vulgarise vraiment beaucoup, le problème de ces huiles, ou les problèmes, c'est de un, qu'elles s'oxydent très facilement. Peu importe, même à température ambiante, même lors du processus d'extraction à froid, et surtout même dans ton corps humain lorsqu'elles sont en circulation ou qu'elles sont logées dans les membranes cellulaires, elles s'oxydent. Donc l'effet typique, c'est que tu vas être beaucoup moins résistant au soleil. Tu vas au soleil, aujourd'hui, les gens chopent des coups de soleil sans raison parce qu'ils ont fait une demi-heure au soleil. C'est pas Mmh. normal. Et moi, je peux te dire, après plusieurs années sans huile végétale, je peux passer une journée entière en plein soleil sans crème solaire. Pourtant, j'ai pas une peau mate, et dans ma jeunesse, je brûlais facilement. Maintenant, je ne brûle plus. Mes enfants n'ont jamais eu de crème solaire, ils peuvent faire la journée dehors. Alors bien sûr, on va pas aller à 2000 mètres d'altitude en hiver, en plein Et soleil, on est logique, il faut aussi rester logique. Donc ça, c'est un aspect, l'aspect oxydation, qui, bien sûr, génère derrière des aspects d'inflammation, etc. Euh, Bien que si on va plus loin dans la cascade des oméga 3, oméga 6, je pense qu'on surestime l'impact de ces substrats pour la génération de l'oxydation. Mais ça, c'est un autre de l'inflammation, c'est un autre problème. Euh, Maintenant, l'autre problème de ces huiles, c'est que lorsqu'elles sont dégradées justement en différents substrats comme le 4-HNE, le malonaldéhyde, des choses comme ça, qui sont des produits issus de la peroxydation de ces acides gras polyinsaturés, tu as toute une série de problèmes qui sont générés et qui sont à la source même, à mon avis, des problèmes métaboliques et de nombreuses maladies, et peut-être même de certaines maladies comme les cancers. En plus de ça, un aspect qui est complètement euh, inconnu par rapport à ça, c'est que les êtres vivants, et si on prend simplement les mammifères, euh, nos mitochondries, selon le substrat énergétique qu'elles vont brûler, pour elles, c'est un moyen de savoir dans quel environnement elles évoluent, ou dans quel environnement notre être est en train d'évoluer. Est-ce qu'on est dans une zone tempérée? Est-ce qu'on est dans une zone arctique? C'est une zone où il y a un hiver ou pas? Et tout ça, ça sert de signal, ça sert de message. Et on se rend compte de plus en plus que le type d'acides gras qui sont en circulation dans ton corps et que tu brûles, ça génère des signaux métaboliques très profonds. C'est-à-dire que pour faire simple, si tu brûles des acides gras polyinsaturés, en particulier l'oméga 6 linoléique, tu génères des signaux de torpeur, c'est-à-dire que tu as une baisse du métabolisme et tu as une augmentation de l'engraissement. C'est-à-dire que ton corps va beaucoup plus facilement stocker le carburant dans le tissu gras. Et là, du coup, si tu manges du sucre, ton tissu gras est
sursensible à l'insuline, il va stocker ce carburant sous forme de graisse de réserve. Ton métabolisme diminue, donc ton, ton- ton- on va dire que ta consommation d'énergie basale au repos, elle diminue aussi. Et du coup, bah, tu t'engraisses et tu te fatigues. Enfin, tu n'es pas actif, tu n'es pas motivé à aller de Et tu as l'avant. pas d'énergie disponible, vraiment utilisable, quoi. Exactement. Et en fait, c'est une forme de préparation à l'hiver. Il faut comprendre que pour maintenant une espèce mammifère qui est dans une zone où il va survenir un hiver, si elle veut survivre, il y aura moins d'énergie à disposition dans l'environnement, moins d'aliments. Elle doit engraisser et elle doit diminuer son métabolisme pour pas brûler toute l'énergie qu'elle a à disposition, pour ensuite entrer en torpeur et voire en hibernation pour certaines espèces, passer l'hiver et ressortir de cet état-là. Et le problème, c'est que ces mécanismes, ils sont extrêmement anciens. Ils concernent tous les mammifères à différents niveaux. Et aujourd'hui, l'être humain est tout d'un coup confronté à des niveaux complètement incohérents d'acides gras polyinsaturés qui viennent réveiller des mécanismes extrêmement anciens qui sont à la source même des organismes multicellulaires, voire unicellulaires avec la mitochondrie. Donc en fait, on est en train de se battre contre des moulins. Aujourd'hui, en essayant de faire de la restriction calorique et tout ça, ça ne marche pas. Moi, j'ai des gens qui viennent me voir, qui ont des problèmes d'obésité, des graves problèmes d'obésité, et depuis une année, c'est des gens qui mangent un repas par jour, une salade avec un petit peu de viande séchée, donc c'est 600 calories par jour, et ils continuent à prendre du poids. Sauf qu'en parallèle, le métabolisme est tellement descendu qu'ils ont énormément de problèmes de santé parce que le corps ne répare plus rien, en fait. Il Mmh. régénère plus aucun tissu. Et c'est une catastrophe. On Et est ces gens, il d'accord, faut les sortir de là, il faut remonter le métabolisme, et c'est c'est ça. compliqué. Et il faut leur donner des acides gras qui vont être brûlés efficacement, qui vont apporter une énergie, disponible facilement. Heu, Exact. Par rapport à ça, les oméga 3, tu vois, on en a besoin. Ça a toujours fait partie, de ce qu'on a trouvé dans les animaux, hein, les EPA et les DHA. Donc sous cette forme-là, on est bien d'accord, hein, pas sous forme d'ALA, acide alpha-linoléique et cetera. Dans ces, oméga 3, certains les achètent d'ailleurs en complément, hein, ça reste quand même des acides gras à longue chaîne qui sont oxydables. Est-ce que tu es d'accord avec cette idée que même en les consommant, je ne parle pas en complément alimentaire, on imagine qu'on consomme du poisson, un saumon, hareng qui est riche en oméga 3, DHA ou EPA, et est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même d'oxydation dans notre organisme avec ces acides gras-là? Je pense qu'à haute dose, évidemment. Et là, on en revient aux Inuits. C'est pas pour rien que les Inuits ont eu cette mutation génétique qui s'est sélectionnée très vite dans leur peuple. Et il y a dû avoir une hécatombe à un moment donné chez eux, où en fait, ils ont plus un gène fonctionnel pour la CPT1. La CPT1, pour faire très simple, c'est ce qui va amener les acides gras à longue chaîne, comme le DHA, le PA, des choses comme ça, pour être brûlés dans la mitochondrie. Si tu en amènes à petite dose pour être brûlé comme énergie, c'est pas grave, ça génère un peu d'oxydation, mais c'est sous contrôle. Si tu as une diète qui est extrêmement riche en EPA et DHA, comme ont eu les Inuits, tu amènes tellement de ces acides gras à longue chaîne dans la mitochondrie que ça la met en danger. Et Mmh. idéalement, il faudrait pouvoir amener ces acides gras à longue chaîne dans les peroxysomes, où on peut les brûler de manière beaucoup plus sûre, mais moins efficace au niveau énergétique. Or, l'être humain n'a pas la capacité d'augmenter l'activité des peroxysomes de manière isolée. Par contre, les rongeurs comme les souris, elles ont cette faculté parce qu'elles rencontrent beaucoup d'acides gras à longue chaîne dans les graines et les noix. Nous, on n'a pas Ouais, ça. Et d'accord. du coup, chez les Inuits, il y a eu cette sélection qui fait qu'aujourd'hui, quasiment tous les Inuits ne peuvent pas amener les acides gras à longue chaîne dans la mitochondrie, ce qui est aussi une des raisons pour lesquelles ils ne peuvent pas entrer en cétose de manière efficace. Et du coup, chez eux, ça a permis de brûler les DHA, EPA dans les peroxysomes euh, et de les sauver, entre guillemets. Et il faut savoir que chez les, euh, chez les rongeurs qui ont cette capacité, donc il n'y a pas de problème, si tu shootes le PPR alpha, donc qui est le proliférateur de peroxysomes, que les souris peuvent augmenter à volonté, si tu OK. shootes cette capacité et que tu leur donnes des EPA et des HA ou des ALA, de l'acide alpha-linolénique, donc beaucoup Mmh. d'oméga 3, tu les tues en quelques jours. C'est-à-dire que leur foie est tellement oxydé qu'elle crève. C'est D'accord. extrêmement rapide. C'est vraiment Mmh. toxique. Et l'autre aspect qu'il faut comprendre, c'est que quand tu donnes à des gens ou à des souris de l'acide alpha-linolénique, donc l'oméga 3 végétal,
il est extrêmement rapidement décomposé et enfin, le corps prend ça comme une menace absolue. C'est-à-dire qu'en quelques dizaines de minutes, tout l'ALA est complètement neutralisé et quand tu mets des marqueurs radioactifs sur les atomes de carbone qui constituent cet oméga 3, tu vas les retrouver quelques heures après dans des acides gras saturés, palmitiques par exemple, que le corps a produit. C'est-à-dire que l'ALA est complètement détruit le plus rapidement possible pour Mhm. reconstruire des graisses saturées. Notre corps ne veut pas de cet acide alpha-linolénique et il active tous les mécanismes de destruction possibles. Et c'est pour ça aussi que c'est inefficace d'obtenir des acides gras oméga 3 de type EPA, DHA, forme animale, via l'ALA. Parce que Oui. même tu amènes de l'ALA, déjà le Ouais. taux de conversion est merdique. Et Mais en très plus faible, de, c'est 5%. ouais, 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 c'est ça. et en plus de ça, ton corps voit passer ça et il veut tout de suite détruire ce Il veut truc. chanter. Donc on est bien Tu vois. d'accord que ce sont les graisses saturées qui, pour nous, constituent la base de nos sources d'énergie, de réserves énergétiques. On sait les brûler, les utiliser. Tout ce qui est insaturé pose beaucoup plus de problèmes. Pour résumer, on a Je pense besoin qu'il quand faut même être d'un nuancé. minimum de polyinsaturés, je dirais, pour certaines fonctions vitales. Je pense qu'il faut être en fait nuancé là-dessus. À mon avis, il faut un bon équilibre, un équilibre assez sain entre les acides monoinsaturés et saturés. Je pense pas que ce soit une D'accord, bonne chose d'arriver à du 100% de saturé, par exemple. Ça pourrait d'accord. faire fusionner tes mitochondries un peu trop, ce qui est une bonne chose, mais trop, c'est pas bien non plus. Et Et ça du reste, n'existe pas dans la nature. non, ça n'existe pas parce que de Ça toute n'existe façon, pas et, que du ton saturé. corps, va chercher à maintenir cet équilibre, c'est-à-dire qu'il va transformer des acides gras saturés en monoinsaturés euh, avec D'accord. la Quand il STDI. en a besoin, effectivement. Mais Exactement. on va Par dire contre, que les polyinsaturés sont les moins nécessaires, dans les apports, quoi. il y a eu ce mythe à un moment, enfin c'est pas un mythe, c'est vrai, ils sont essentiels, dans le sens où ton corps peut pas Mmh. les fabriquer et tu en as besoin à toute petite dose. Le gros problème, c'est que vu qu'on a tout d'un coup trouvé ça, on s'est dit, ah, il en faut beaucoup. Ah, C'est d'accord. essentiel, donc il en faut beaucoup. Or, c'est impossible d'être carencé en acides gras polyinsaturés du moment où tu n'as pas un excès d'oméga 6 déjà, première chose, et du moment où tu as une alimentation à peu près naturelle. C'est-à-dire que pour provoquer, en fait, pour se rendre compte qu'ils étaient essentiels, il a fallu mettre des animaux de laboratoire sur des diètes de laboratoire où ces animaux mangeaient que des poudres isolées de certains nutriments. Et tout d'un coup, ben, on s'est rendu compte, ah ouais, après quelques mois, il y a un problème. Ouais, il en manque, Mais quoi. en fait, c'est impossible. Quoi que tu manges, que ce soit animal ou Oui, végétal, tu vas trouver suffisamment de oui, parce qu'il y a polyinsaturés de type essentiel là-dedans. Après, c'est assez intéressant parce qu'on nous dit que l'ALA, en fait, les deux acides aminés gras qu'on nous dit essentiels, c'est le linoléique et l'alpha-linolénique. oui, Pourtant, en tout cas pour l'ALA, l'alpha-linolénique végétal, moi, j'ai pas trouvé une seule fonction essentielle de cet acide gras, hormis qui sert à être converti en EPA et DHA. C'est-à-dire que mmh, pour quelqu'un qui est omnivore, il n'est pas essentiel. Si tu as de d'accord, l'EPA et du DHA, j'ai vu aucune mmh, preuve d'une d'accord. fonction spécifique à l'ALA. Il n'y en a pas à ma connaissance. Maintenant, peut-être que je me D'accord. De trompe, toute mais j'en ai pas façon, vu. le corps n'utilise que de l'EPA, l'EHA, ne sait pas utiliser la LA, on le sait, quoi, hein, Voilà. donc la conversion amène toujours du DHA, quoi, et du EPA. OK. Justement, par rapport à ce que tu disais sur les souris, en laboratoire, ça doit nous interpeller par rapport aux études que l'on fait sur les rongeurs, sur les souris en laboratoire et on applique ça à l'humain. C'est complètement stupide à des moments donnés. Ils n'ont pas les mêmes métabolismes, ils n'ont pas les mêmes fonctions, mitochondriales et cetera. Donc, enfin, on fait beaucoup d'études qui, à mon avis, sont déconnectées du réel et de ce que l'on est dans notre physiologie à nous, quoi, hein. Voilà, on retrouvera Christian pour la deuxième partie la semaine prochaine. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à lui poser des questions, à vous abonner. Si vous souhaitez aussi vous former à la naturopathie, nutrition, etc., voilà ce que nous proposons. Tous les stages de la formation à la scène de naturopathie sont accessibles à la carte en fonction de vos besoins, que vous décidiez de faire une formation complète ou juste obtenir un stage. N'hésitez pas donc à me contacter